Bonjour, merci donc, de l'invitation. Je suis chargée d'animer cette table ronde. Donc, je suis Isabelle Coutan, je suis sociologue au CNRS, dans un laboratoire qui est partenaire du festival l'Iris et auquel appartiennent aussi donc, Sébastien Dalgalarondo et Tristan Fournier dans la salle et qui ont participé aussi à l'organisation du festival. Je suis sociologue, je travaille plutôt sur des questions de délinquance juvénile. Et donc pas tellement sur les questions environnementales ou d'alimentation, mais mes terrains ont la particularité d'être ces terrains-là, Gonesse, Villiers-le-Bel, Sarcelles, donc ce secteur. Donc je pense que c'est notamment pour ça qu'on a pensé à moi. Donc je suis très heureuse d'être là. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je présente du coup mes partenaires pour cette table ronde. Donc Stéphane Tonla, qui est aussi chercheur au CNRS, qui est à la fois architecte de formation et sociologue, et qui travaille sur les interstices urbains, les friches, et récemment aussi sur les mobilisations environnementales, en particulier sur cette mobilisation. Et on le voit à 2 reprises, si j'ai bien compté, dans le film, avec son chapeau. Donc voilà par rapport à Stéphane, qui va pouvoir nous éclairer notamment sur des éléments de contexte pour bien comprendre les enjeux du film. Et puis donc Aurélien Malfette, coordinateur des entreprises coopératives jeunesse sur Seignan et Pyrénées-Atlantiques, qui est aussi coordinateur du projet Métro Locaux. Donc je pense que je vais te laisser expliquer ce que c'est. C'est un projet à la croisée de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire. Un restaurant sous la forme d'une entreprise coopérative jeunesse, restaurant snack qui se situe sur la plage de Tarnos et qui réunit, donc j'ai lu une publication que tu as faite dans la revue Cahier de l'Action, qui mobilise une dizaine de jeunes. Donc c'est un projet aussi adossé au circuit, à la promotion des circuits alimentaires locaux. Donc ça s'inscrit dans la réflexion de ces journées de comment politiser à partir de l'alimentation. Voilà, je vais vous passer la parole pour le moment l'un après l'autre et on fera aussi place aux questions dans la salle. Donc peut-être Stéphane, pour commencer, nous expliquer un petit peu les enjeux, le contexte de ce projet EuropaCity et de la mobilisation qui a eu lieu, puis aussi un peu les caractéristiques de ce territoire sur le plan sociologique. Merci Isabelle. Bonjour à tous et toutes. Oui, donc moi je suis ethnographe, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps sur un terrain que j'étudie. Et là, depuis quelques années, mon terrain, c'est la mobilisation du collectif pour le Triangle de Gonesse, qu'on appelle le CPTG, pour dire court, qui se mobilise contre l'urbanisation des terres du Triangle de Gonesse depuis maintenant 2011. Donc c'est une mobilisation sur le long cours et vous avez pu voir quelques-uns de ces personnages de cette mobilisation dans le film. Par exemple, quand il y a le débat au milieu des terres, là, avec les jeunes qui posent des questions aux 3 intervenants. Donc il y en a un des 3 qui est David Lebon, qui est le directeur du développement de EuropaCity. Il y en a un qui est Alain Médreau, qui est un ancien conseiller régional, vice-président de la région pour l'agriculture, je crois. Et le 3e, c'est Jean-Yves Souben, qui est un ancien proviseur du lycée de Sevran et qui est le vice-président du collectif pour le Triangle de Gonesse. C'est un des personnages clés de cette lutte, par exemple. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas trop, vous pourrez poser des questions pour les choses que vous n'avez pas compris, parce que c'est un territoire assez complexe. Mais juste quelques petits points. Il y a une chose qu'on ne voit pas vraiment dans le film, c'est l'aéroport de Roissy. C'est un peu l'éléphant qui manque, l'éléphant dans la pièce qui manque dans ce film. Et en fait, c'est à cause de cet aéroport que ces terres aujourd'hui, qui sont à l'intérieur de la tâche urbaine de la région parisienne, ne sont pas urbanisées aujourd'hui. Et donc, on appelle le triangle de Gonesse parce que ce sont des terres qui ont été découpées par l'autoroute A1 d'un côté, une voie rapide de l'autre côté, et l'aéroport de Roissy en haut, et l'aéroport du Bourget juste en dessous. Donc en fait, il y a 2 aéroports. Et le plan d'exposition au bruit de ces aéroports interdit ces terres au logement, parce que le bruit est beaucoup trop fort. Et donc, pendant très longtemps, donc l'aéroport est construit je crois, l'autoroute en 64-65, l'aéroport à peu près aux mêmes périodes. Et donc,
ces terres sont restées agricoles un peu par contrainte dans l'agglomération, et la pression foncière étant maintenant montée énormément dans l'agglomération parisienne, elles deviennent aujourd'hui quelque chose d'intéressant à développer pour la promotion immobilière. Sauf que, comme vous l'avez vu, on ne peut pas y mettre de logement. Donc le seul projet que trouvait la région, le gouvernement et la région Île-de-France, c'est un gigantesque centre commercial et de loisirs, donc, qui s'appelait Europa City. Donc vous avez vu un peu ce projet qui est aujourd'hui abandonné, qui a été abandonné en 2019, donc après 8 ans de lutte par le collectif, et mais juste ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, cette mobilisation n'est pas terminée, puisque suite à l'abandon d'Europa City, vous avez vu dans les dernières images qu'il y a un autre projet qui est à l'étude. Cet autre projet, en fait, est intéressant, puisque en 2021, Jean Castex, donc, qui était alors le Premier ministre, est venu sur le Triangle pour faire une déclaration et a dit qu'on allait faire sur le Triangle de l'agriculture. Comme si ce n'était pas déjà de l'agriculture. Mais bon. Et donc, mais que ce serait une extension du marché de Rungis. Vous savez, le marché de gros de Paris. Mais en fait, ce marché de gros, il ne veut pas venir là parce que ça ne l'arrange pas. Il préfère être près des transports. Donc là, il y a l'autoroute, mais il n'y a pas d'échangeur. Donc finalement, le seul projet qu'a trouvé le gouvernement aujourd'hui, c'est il voulait aussi mettre une administration d'État. À un moment, ça devait être le ministère des Armées, peut-être, mais bien sûr, les syndicats ont refusé, enfin, pas les syndicats au ministère des Armées, mais c'était, je ne sais plus, enfin bon, les employés ont refusé. Et donc maintenant, le seul projet, c'est une cité scolaire, du primaire à la terminale, avec internat qui ferait à peu près 2500 élèves. Donc des élèves un peu comme ceux que vous avez vus aujourd'hui, qui seraient dans les champs, là, sous les avions, de Roissy et du Bourget. Et donc aujourd'hui, la mobilisation continue contre cette cité scolaire, mais surtout contre la gare qu'on ne voit pas non plus tellement dans le film, de la ligne 17 du Grand Paris Express, qui serait, on le voit à un moment, et il y a Jean-Yves justement qui dit la gare, elle serait où? Elle serait là, dans le champ de maïs. Cette gare qui en fait est la condition dans le schéma directeur d'aménagement de la région Île-de-France de l'urbanisation de ces terres agricoles. Et donc en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette gare qui était à l'origine prévue pour desservir le projet Europa City, qui prétendait attirer 31 millions de visiteurs par an, soit 2 fois plus qu'Euro Disney, donc pour cette gare, maintenant, ne sert plus rien. Mais le gouvernement s'entête à construire cette gare, parce qu'elle est inscrite dans la loi du Grand Paris, bon, plein de choses, mais n'a pas d'excuse pour la construire. Et donc il est aujourd'hui en train de justifier l'urbanisation et la gare en plaçant les lycéens de ces quartiers sous les avions. Et donc je trouve que personnellement, je trouve ça assez malhonnête de la part du gouvernement. Et la mobilisation que vous avez vue, là, certains des personnages aujourd'hui sont en train d'occuper un terrain à Villiers-le-Bel, donc dans une ville à côté, pour dire, et vous pouvez les trouver partout sur les réseaux sociaux, Facebook, sur leur site, oui, aux Terres de Gonesse, ils sont en train d'occuper un petit terrain à Villiers-le-Bel qui serait un site alternatif pour cette cité scolaire, qui serait du coup proche des habitants, moins près des avions, et donc qui ne permettrait pas de justifier l'urbanisation des terres. Juste pour dire que, pour conclure, et puis après vous pourrez poser plein de questions, mais il me semble qu'une des choses qui manque à ce genre de mobilisation, souvent, c'est la connexion entre d'abord les générations. Vous avez vu que les jeunes disent voilà, on n'a rencontré que des cheveux gris, mais aussi entre les classes et les races. La mobilisation est essentiellement blanche, plutôt de classe moyenne, pas supérieure, mais moyenne, et elle a du mal effectivement à mobiliser dans les quartiers alentours. Mais
Voilà, quelles sont les raisons qui font qu'elle a du mal à mobiliser? C'est une question intéressante pour la sociologie aujourd'hui. Et on voit ici, dans ce film, une manière que le réalisateur a mise en œuvre, hein, pour arriver à, si ce n'est mobiliser, au moins sensibiliser une partie des jeunes de ces territoires. Mais vous voyez, juste pour le dire rapidement, que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles qui s'opposent à leur prise de conscience. Et dans le film, par exemple, il commence à 25, mais il y en a vraiment 3 à la fin qui sont les principaux personnages et qui vraiment font le trajet intellectuel et politique d'aller vers une autre forme de pensée de l'environnement et de leur métier et de leur futur. Voilà. Donc je m'arrête là. Peut-être juste sur 2 points que je voulais préciser par rapport aussi aux enjeux de territoire, aux difficultés de politisation. Les zones environnantes sont très populaires. Il y a la question de la politisation des classes populaires est plus générale. Hein. Il y a une forme il n'y a plus l'encadrement des partis qu'il y avait autrefois pour aussi accompagner la politisation des classes populaires. Il y a aussi une politisation qui est moins forte dans la jeunesse en général, pas uniquement dans pour cette jeunesse-là. Et puis par ailleurs, une particularité de ces territoires, contrairement aux images qu'on s'en fait, c'est qu'il y a un très fort turnover de la population. Ça, contrairement à cette image du ghetto de ces quartiers, en réalité, il n'y a pas une très grande stabilité. Et donc aussi pour vraiment politiser à l'échelle locale, avec une population qui bouge beaucoup, beaucoup aussi de primo-arrivants au niveau des nouvelles vagues migratoires. Donc leur préoccupation première n'est pas forcément et puis n'ont pas forcément le même référentiel politique que le nôtre. Donc tout ça fait aussi que c'est pas simple de mobiliser autour de ces champs. Et du coup, pour enchaîner sur la discussion, Aurélien Malfait, peut-être que pour faire le lien aussi avec la thématique du débat, je pense qu'on a un petit peu échangé au préalable. Ce qui t'avait intéressé, justement, c'est cette question-là, de cette jeune génération, de ce mouvement, de cet accompagnement. Je ne sais pas si peut-être aussi, toi, tu peux faire des liens avec ce que vous essayez de faire autour des entreprises coopératives jeunesse. Oui, après moi c'est toujours une question qui m'interpelle mais j'ai pas les chiffres sur le niveau de politisation des jeunes, avec toujours les 2 entrées où on a quand même connu une longue période de dépolitisation des discours et à un moment donné, forcément, on en paye les fruits. Et en même temps, de ce que j'observe, sans passer par les arcanes du pouvoir ou par les institutions, en fait, il y a une mobilisation qui a accru. En tout cas, moi, chez les jeunes que je croise ou dans les mouvements, on en avait parlé quand on a fait notre visio de préparation là. Mais je trouve qu'ils s'emparent en fait de sujets de société de plus en plus, mais par d'autres voies, par des voies alternatives à celles qu'on a connues jusque-là. Et moi, les jeunes que je croise au niveau du métro locaux, en fait, ils arrivent déjà avec une conscience relativement, je trouve, plutôt affinée sur les enjeux alimentaires, typiquement, sur les enjeux autour de l'égalité femmes-hommes, mais ils mettent pas forcément des mots qui sont dans le lexique politique, quoi. Ils sont dans le faire. Je ne sais pas si ça répond. Oui, si, tout à fait. Et si tu veux poursuivre, après, effectivement, parce que c'est une des discussions qu'on a eues, c'est ce que toi, tu connais aussi un peu plus par tes travaux, Stéphane, c'est qu'il y a peu de lien entre la génération climat, les mobilisations climat, et cette jeunesse. Mais et en même temps, je trouve que dans le film, on le voit bien, c'est une jeunesse qui est tiraillée par plein... Enfin, il y a plein de réalités qui sont en tension, en fait, dans ce qu'ils vivent les jeunes là. Entre le besoin de consommer, mais il faut quand même qu'il y ait de la place, l'envie d'accéder à l'emploi absolument, mais par contre, il faut que ce soit un emploi qui soit hyper rémunérateur, mais quand même, on va peut-être commencer par caissier, mais ça ne va pas rester là. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont en tension là. Mais ceci dit, c'est vrai que dans le film, moi, ce qui m'a le plus, en tant qu'acteur de terrain, quoi, et puis étant dans ce faire-là au quotidien, c'est un peu le processus de politisation par lequel il passe. Et qui, in fine, moi je dis chapeau à la prof d'histoire géo en fait, parce que c'est elle qui lance le truc, donc il y a une action éducative quand même qui lance ça, et qui en plus on pourrait croire presque dans le film qu'elle fait presque du prosélytisme, qu'elle a déjà un parti pris. En fait, je pense pas. Je pense qu'elle les amène vraiment à avoir un regard éclairé sur le positionnement qu'ils souhaitent avoir. Et du coup, moi, je trouve que dans le film, on voit bien les différentes phases entre le constat de départ qui est plutôt
de l'ordre quasi de la résistance, ou plutôt de l'attrait pour le projet, ou trop bien, une piste de ski, etc., ça va être génial, moi je signe direct, et qui petit à petit devient plutôt de l'ordre de l'interrogation. Ah, mais est-ce que vraiment on en a besoin, etc. Et qui arrive après pour chaque personnage, en fait, je trouve qu'on le voit vachement dans leur regard, passe par les différentes rencontres, par une conscientisation des enjeux. Et en fait, à partir de ce moment-là, on voit que les échanges deviennent autres, et moi, mon moment préféré, en tout cas dans le film, jusqu'au moment où, et c'est ça qui pour moi fait l'éducation populaire là-dedans, où les insatisfactions se mutualisent et se socialisent. Là, le moment où il lance la pétition, quoi. Et où on voit un jeune qui, au départ, est complètement chaud, et qui, juste en une discussion, devient en fait complètement contre et porte-parole d'eux et va à la rencontre et jusqu'à arriver vraiment à la fin où ils ont effectivement leur positionnement et le passage à l'acte, quoi, c'est-à-dire découvrir des modes alternatifs, etc. Moi, j'ai pas l'occasion de travailler beaucoup avec des jeunes qui viennent de cités ou autres, et je pense que du coup le public que je croise, il est déjà plutôt conscientisé. Par contre, à chaque fois, ce qu'on observe, c'est qu'au fur et à mesure de la découverte du projet, donc du coup, le projet, c'est un restaurant de plage qui est géré uniquement par des jeunes et qui porte à plus de 75% des produits issus des circuits alimentaires locaux. Voilà, du coup, les jeunes, ils ont à découvrir déjà l'activité en elle-même, mais après, ils s'emparent complètement de tout ce qui est... Je regarde Kaina parce qu'en fait, elle a géré le resto cette saison-là. Ils s'emparent complètement de tout ce que sont les enjeux autour de l'alimentation locale, du lien au producteur, de comment on en parle aux clients, de tout ça, quoi. Et je trouve ça trop bien quand ils arrivent parfois en disant en fait le bio c'est pas accessible, en fait je sais pas comment accéder à de l'alimentation locale, etc. Et où en juste quelques discussions, quelques rencontres, et en fait en fin de saison on voit vraiment le changement où oui, mais en fait maintenant je connais les leviers, je les active, j'en parle autour de moi, je les fais vivre, etc., quoi. C'est ça qui m'a vraiment intéressé là-dedans. Pour rebondir sur ce que tu dis, il me semble qu'il y a... Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est comment il arrive, le réalisateur, à montrer le dépassement d'une opposition qui est vraiment structurale en banlieue, qui est entre économie et environnement. Et on le voit bien qu'à chaque fois, c'est le discours qui est repris par à peu près tous les politiques qui rencontrent ou tous les promoteurs, c'est qu'il faut choisir, quoi. Soit vous allez dans la banque où vous allez gagner de l'argent, soit on protège les terres, mais on peut pas tout faire. Et en fait, les déclics, on les voit chez ces jeunes-là, ils arrivent quand ils comprennent qu'en fait, ils peuvent concilier leur rêve d'une vie bonne, je dirais, avec une autre économie. Donc ça se fait autour de la table du maraîcher, par exemple, là où il lui parle de la finance solidaire, par exemple, où ça se fait, je crois, à plusieurs moments. Sur la MAP, par exemple, la visite de la MAP, quand la mère réalise que là aussi, il y a d'autres façons de trouver des bons légumes. Et là, je crois qu'il y a vraiment un déclic. Voilà. Et tant qu'on n'arrive pas à passer cette opposition, je crois qu'on n'arrivera pas à aller beaucoup plus loin. Voilà. Juste pour aller dans le même sens, mais il y a un autre déclic que je trouve passionnant. C'est un peu l'histoire de la pétition, mais chez chacune et chacune, on le retrouve aussi. C'est à la fin de ce processus de politisation, comment on sort d'une posture qui est vraiment très très individualiste au début, à quelque chose qui transcende un peu ça et mais en fait, je vais pouvoir me mettre aussi au service de l'intérêt général, je vais pouvoir dépasser ma propre situation pour que ça concerne les autres. Enfin, c'est flagrant sur la fin du film. Mais c'est vrai aussi, ce qui rend peut-être la politisation de cette jeunesse un peu difficile sur ces enjeux-là, c'est que, moi, de ce que je connais de cette population, l'enjeu de la réussite économique, c'est pas seulement avoir de l'argent, c'est aussi que la valorisation, l'estime de soi, elle passe par l'argent. Ils vivent quand même une stigmatisation, une marginalisation, effectivement, mettre qu'on vient de là sur les CV. C'est très discriminant. Il n'y a plus beaucoup de population blanche dans ces quartiers, voire plus du tout. Donc ils ont vraiment le sentiment d'être à l'écart et d'avoir peu. Et donc leur premier souci dans cet enjeu de réussir matériellement et que ça se voit, c'est aussi un enjeu d'estime de soi. Être considéré, c'est avoir en fait dans leur représentation du monde à ce moment-là de leur vie en tout cas.
Et il y a autre chose, je trouve, qu'on voit dans le film, c'est le rapport à la responsabilité, à l'expression et comment ils gagnent en confiance en eux après avec ça. Moi, je pense qu'il y a un biais qui est induit par la caméra quand même. Je pense qu'ils n'auraient pas peut-être pu rencontrer autant d'acteurs ou qu'ils n'auraient pas eu les mêmes réponses si. Mais en tout cas, nous, sur les entreprises coopératives jeunesse, ce qu'on observe, c'est ça, c'est qu'une fois qu'on arrête d'infantiliser et une fois qu'on dit, c'est pas parce que tu as 16 ans, en l'occurrence, ou 20 ans que tu peux pas gérer une entreprise, et une fois qu'ils voient par l'exemple qu'effectivement ils sont en train de faire ça, en fait la valorisation et ce que ça amène derrière après en termes de je suis légitime à poser des choses, à poser des actes pour plutôt la transformation sociale, quoi, elle est accrue. Peut-être oui, Stéphane, toi tu as quand même suivi un peu l'histoire de ce film. La manière dont ça a été construit. Donc je ne sais pas si tu aurais peut-être des choses à dire aussi autour de ça, de l'histoire de ce film. Oui, ce qui est intéressant, tu disais, la professeure a politisé discrètement la chose. Je pense que ce n'est pas le cas. D'après ce que je sais, la prof trouvait que le film était beaucoup trop politique. C'est le réalisateur qui était politique, pas la prof. Mais le réalisateur est politique d'une façon assez particulière. Il utilise ce que je dirais les méthodes de pédagogie active pour essayer que les élèves se fassent une conscience politique. Alors lui, il dit qu'il ne les a pas influencés. Moi, je ne crois pas. Mais disons quand même, il leur a laissé suffisamment de place pour qu'ils aient au moins les trois qu'on a vus là, le sentiment d'un parcours personnel, d'une réflexion personnelle, et donc d'une enquête. Voilà. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce film, c'est que la façon dont ces jeunes-là, ils réalisent, ils se font leur propre opinion de ce projet, elle est très similaire à la façon dont les militants que j'ai suivis se font leur propre opinion. C'est-à-dire qu'une des façons aujourd'hui de se mobiliser, qui est probablement pas la seule, mais la plus dominante, je dirais, c'est de mener l'enquête. Et ce qui est intéressant, c'est que cette enquête, comme l'a dit, j'ai oublié son prénom en introduction, oui, voilà. Vous, quoi. Désolé, je suis très mauvais avec les prénoms, c'est une catastrophe pour un ethnographe. Mais bref, donc l'enquête, c'est aussi notre travail à nous, scientifiques. Et donc, il y a une espèce de circulation, j'allais dire, de la façon dont on construit les savoirs, qui traverse ce film, la mobilisation et, par exemple, le travail que moi je mène dessus, sur lequel on se retrouve. Et finalement, on en arrive à utiliser les mêmes arguments. C'est assez intéressant. Et de se dire, ah bah oui, ils ont raison. Voilà, c'est étonnant. Et je trouve qu'il y a quelque chose là intéressant pour nous, scientifiques, à réfléchir, qui est sur cette idée qu'il n'y a pas, de mon point de vue, une distinction fondamentale entre ce qu'on appelle les savoirs profanes et les savoirs scientifiques. Il y a des différences de degrés, divers et variés. Mais finalement, les réalisations qu'on voit là sur l'écran de ces jeunes, je les ai eues moi aussi. Voilà. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Et donc, du coup, le film, il arrive à nous emmener dans une trajectoire d'enquête, j'allais dire, générale, quoi, qui est disponible à tout un chacun. Ouais, et ça, je trouve que c'est quand même une des forces du film. Moi, il y a juste deux trucs. Avant de faire les questions. Il y a une question qui quand même m'a traversé, parce que du coup maintenant ça fait la 3e ou 4e fois que je le surkiffe le film, je le trouvais super. C'est à un moment donné quelle place il leur est laissé aussi à ces jeunes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est toujours, allez-y, faites-vous une place, quoi. Pourquoi on vous voit pas, pourquoi vous y êtes pas. Mais je trouve qu'il y a très très peu d'espaces qui leur sont dédiés ou qui sont adaptés pour qu'ils puissent venir participer à. Voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que je trouve quand même tout au long du film, il y a une certaine violence qui subissent, quoi. Et enfin, j'ai essayé un peu de la catégoriser, mais je trouve qu'il y a un peu une violence du mensonge. Je trouve que c'est un peu des jeunes à qui on ment depuis le début. Enfin, je veux dire, le film il s'ouvre sur un mensonge déjà.
sur on va avoir 40 000 familles hyper heureuses dans cette zone-là, quoi. Et alors, ils se mentent sans doute à eux-mêmes, les politiques qui posent ça. Mais ce truc-là, il est entretenu tout du long avec le monsieur d'Europa City, là, quand dès les premières images, quand il dit vous croyez pas quand même que les jeunes des banlieues, ils ont aussi le droit d'avoir leur piste de ski à côté? Enfin, mytho, quoi. On sait bien que c'est vraiment pas ça qui le préoccupe. Et je trouve qu'il y a une violence là-dedans qui, pour moi, il y a un autre moment qui est assez fort et qui fait que Jennifer, elle en ressort, elle est complètement perturbée. C'est la députée qui rencontre dans la mairie. Voilà. Du coup, je vous confirme que l'État n'est pas une entreprise, hein, c'est deux choses différentes. Et je trouve que c'est violent la manière qu'elle a, alors que ces jeunes sont en train de découvrir qu'est-ce qu'un rapport de force au travers les différentes rencontres. Je veux dire, même entre les différents agriculteurs qui rencontrent, il y a un rapport de force. Entre les acteurs économiques, il y a un rapport de force. Entre les politiques, il y en a un. Ils sont en train de découvrir ça et donc, effectivement, de s'emparer de ce qu'est la politique, quoi. Et elle nie ça en disant non, en fait, on peut urbaniser, mais il faut pas le faire. Mais on peut faire les deux au même endroit. Et c'est pour ça que Jennifer, elle ressort de là, elle est dans la voiture, elle dit mais si, en fait, on peut tout mettre dans le triangle de Gonesse. Ça n'existe pas, en fait, les rapports de force. Et je trouve que c'est hyper violent de communiquer ça aux jeunes. Voilà. Il y a d'autres moments comme ça où il y a de la violence symbolique. C'est vrai qu'une des façons que les aménageurs, enfin j'appelle ça le camp des aménageurs ou du développement, ont de dépasser le paradoxe, l'opposition environnement-économie, c'est de dire on peut faire les deux. C'est le en même temps. Voilà. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'enquête montre que c'est difficile en fait de faire les deux. Voilà. Et c'est une autre façon de dépasser cette opposition, c'est de la garder quand même, mais de réaliser que c'est pas en faisant les deux qu'on la dépasse. Voilà. Ça, c'est important aussi. Bon, d'abord, bravo pour ce film. Enfin, j'ai une question pour Geoffroy Coenon, donc c'est un peu gênant. Peut-être que Stéphane pourra répondre. J'en aurai qu'une seule question. Parmi les acteurs qui contribuent à cette enquête extraordinaire qui nous est restituée, je trouvais que la caméra était peu présente. Je veux dire qu'il y a peut-être un peu la fiction dans le film d'une caméra invisible. C'était ça la question que j'aurais voulu poser à Geoffrey. Comment il a conçu son projet, la caméra. Bon, on devine bien sûr qu'elle est extrêmement importante, quoi. Donc, est-ce qu'il pouvait revenir là-dessus? Mais moi, je peux pas parler pour lui, mais d'après ce que j'ai compris, c'est stratégique. C'est-à-dire qu'il le fait pour éviter qu'on pense que c'est un documentaire qui a orienté ses élèves. Et donc, même si, à mon avis, il les a quand même orientés, mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, c'est un artifice c'est pas un artifice, c'est un truc de montage et de présentation qui fait que la caméra s'efface, un peu comme si l'auteur d'un bouquin de sociologie, pareil, s'effaçait, pour qu'on le spectateur se focalise essentiellement sur les jeunes, quoi. Et ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez un livre d'ethnographie qui s'appelle Evicted, ça a été traduit en français, c'est quoi sur les expulsions locatives aux États-Unis, qui sont un des facteurs de la production de la pauvreté. L'auteur, qui est un ethnographe très connu, Matthew Desmond, il est complètement absent du livre. Et il l'explique à la fin, dans sa postface, en disant je ne me suis pas mis parce que je ne voulais pas qu'on parle de moi. Je voulais qu'on parle des gens que j'ai rencontrés. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a un peu cette idée-là. Moi, je veux bien poser des questions, mais juste un petit commentaire sur le film. Aurélien, tu parlais en fait d'une forme de violence symbolique, mais moi, par exemple, cette scène, elle m'évoque beaucoup OSS 117. C'est-à-dire, en fait, c'est un ressort comique assez incroyable où finalement, on se dit, le monde de demain, c'est pas ça, il faut être réaliste, etc. Alors qu'ils essayent de se battre. Donc ça, c'est les premiers commentaires. Et moi, j'aurais deux petites questions. En fait, le film, il montre bien l'éveil politique. Et en fait, je me demandais en fait quelle petite généralité on pourrait tirer. Et par exemple, sur le commencement. Vous avez beaucoup parlé, en fait, ça commence à l'école.
Et j'ai été surpris d'entendre dans les réponses que finalement, c'est plutôt une idée du réalisateur. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Parce que dans quelle mesure, justement, une prof de géo peut pas interroger aussi ses élèves par rapport à ce qui se passe juste à côté? Donc, dans quelle mesure ça peut pas être un levier pertinent? La deuxième petite question ici, c'est pourquoi finalement les jeunes, ils s'en vont à un moment? Pourquoi il y a un épuisement? D'où il vient? Pourquoi? Et puis la deuxième question un peu plus générale, c'est est-ce que quand on a choisi ce thème, on s'est demandé en fait aussi est-ce que l'alimentation pouvait être un support de mobilisation pour les jeunes? C'est-à-dire, après tout, c'est pas évident. Des jeunes, en fait, finalement, pour lesquels l'alimentation est peut-être un peu lointaine, des fois un peu artificielle, etc. Et est-ce que c'est ça serait, selon vous qui travaillez là-dessus, ce serait un bon support justement pour éveiller les consciences politiques? Alors, sur l'origine du film, donc c'est Geoffrey qui est allé voir le lycée de Villepinte, pour le proposer, et c'est la prof d'histoire géo qui a accepté. Elle a accepté parce que le développement durable, par exemple, est un élément du programme de première d'histoire géo. Et donc, de mon point de vue, cette association, elle est intéressante entre un enseignant, une enseignante et un réalisateur, mais elle pose un certain nombre de problèmes. Et les problèmes sont que les élèves sont encore et malgré tout toujours en classe. Et ils sont encore et malgré tout évalués à la fin de l'année par la prof, et la prof termine son cours à la fin de l'année et ça s'arrête. Et donc il y a plusieurs obstacles comme ça qui font que sur le terrain, moi j'ai vu que les élèves en fait répondaient aux demandes de la prof, pas aux demandes du réalisateur. Et donc ils le faisaient parce qu'ils étaient obligés. Et ça, c'est probablement un des handicaps de ce genre d'expérience qui fait qu'il en a perdu un certain nombre en route. Mais d'un autre côté, à mon avis, ça rend le film plus intéressant. C'est-à-dire que d'abord, on fait un peu mieux connaissance avec les trois qui restent, et ça rend quand même le film nettement plus intéressant que si on avait suivi tout le monde, parce qu'on n'aurait pas eu ces déclics, tout ça. Mais aussi, ça montre la difficulté. C'est-à-dire que il faudrait probablement le faire autrement. À mon avis, moi j'ai travaillé avec des jeunes de lycée aussi. La façon que j'utilise, c'est je vais contacter les lycées, mais ensuite j'organise la chose en dehors du lycée. Donc je demande aux profs de m'organiser une réunion avec tous les élèves qui pourraient être intéressés. Je leur présente mon truc, je leur dis si vous êtes intéressés, rejoignez-moi en dehors du lycée. Voilà. Et du coup, ça devient un projet qui n'est pas forcé, et même dans le cas où moi j'ai travaillé, c'était des lycéens new-yorkais, hein, mais on les a rémunérés un petit peu pour mener l'enquête avec nous, parce que l'enquête, c'est un travail. Et donc, voilà, je pense qu'il y a différentes façons d'organiser ces choses-là, et que le système scolaire n'est pas forcément le plus adapté. Juste pour compléter, je pense que en vrai, hein, pour pas que soit dévoyé mon propos, je pense que le but de la prof, de toute manière, c'est pas de les politiser, c'est d'aborder un sujet. Par contre, c'est cet élan-là qui participe après du reste. Sur l'alimentation, sujet de ouf. Enfin, ça marche du tonnerre, parce qu'en fait, enfin, c'est très bête ce que je veux dire, mais tout le monde mange. Et du coup, on est directement concerné par le sujet. Là, on est sur un truc où on a envie à la fin que tout le monde mange bio. Ça démarre, on mange au McDo, quoi. Et donc pour moi, et on le voit aux métros locaux, donc au restaurant là, c'est un sujet qui marche très bien parce qu'on peut s'y faire attraper en fait. On peut venir en se disant bon, on va juste parler cuisine et service, et puis hop, en fait derrière ça, et là je me notais, mais il y a une multitude de sujets sur le foncier agricole, les circuits courts, la valorisation du métier, l'accès pour les primo agri aux terres. Enfin, ça permet de toucher plein de sujets connexes à ce qui est purement le fait juste de s'alimenter, quoi. Donc moi je trouve que c'est vraiment un support qui est idéal, et d'ailleurs c'est assez passionnant de voir moi, dans le déploiement des entreprises coopératives jeunesse, et du coup dans ce que j'observe de ce qui est créé autour d'initiatives comme ça, autour de l'entrepreneuriat collectif, etc., ou sur d'autres thématiques que peuvent être l'insertion ou autre, à quel point la restauration et le sujet de l'alimentation revient... C'est foisonnant. On a presque l'impression qu'il n'y a que ce sujet-là, à un moment donné, quoi. Après, sur les jeunes,
Bah, là, on a le trio gagnant. Du coup, pour le film, ça marche du tonnerre. Voilà. Mais à un moment donné, moi, je me dis toujours qu'il faut pas confondre nos projections et leur trajectoire. Et en fait, on n'en sait pas ce que les autres auront ressorti de ça. Et ça ne correspond peut-être pas à nous, l'objectif ultime, en tant que... je pense qu'ici, voilà, tout le monde est plus ou moins convaincu de la cause. Et des fois, moi, je côtoie des jeunes pendant une saison où, à la fin, on se dit il ne s'est pas passé grand-chose, quoi. En fait, si, il s'est passé ça. Sauf que pour moi, c'est ça. Mais pour lui, c'est énorme. Alors, c'est un peu bateau ce que je dis, mais finalement, moi, je trouve ça pas si étonnant que tout le monde ne soit pas de la partie à la fin. Et ça ne veut pas dire que tout le monde n'a pas été impacté par le travail. Quand bien même il soit scolaire, je pense que ça fait bouger des lignes quand même quelque part. Oui, je suis d'accord. Ouais. Après, tu disais que parmi les trois, Samy est revenu, lui, après, pendant un temps, sur la ZAD, mais... Samy, il a été vraiment transformé par cette expérience. C'est je pense, le plus affecté par le film. Et à tel point qu'il voulait vraiment devenir agriculteur à la fin. Mais je crois que les soucis avec ses parents ont fait qu'il n'est pas parti dans une formation agricole. Voilà. Mais c'est pas grave, il aura changé. Et après, il y a le rapport au temps court aussi quand même. Ça reste un film. Nous, il y a des jeunes où la révélation, entre guillemets, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, elle vient 3-4 ans plus tard. Voilà. Enfin, moi, je fais de l'animation depuis 20 ans. Observer comment une personne a été impactée, parfois, ça met du temps. Alors, après, sur les quartiers, je ne sais pas si si le plus simple, c'est pour aller un peu rapidement dans la politisation par l'alimentation, si c'est de passer par les jeunes directement, où en fait, il y a une mobilisation à Bagnolet, le front de mer, avec Fatima Awassak, qui est assez connu, mais où là, c'est quand même beaucoup autour de l'enjeu de l'alimentation de leurs enfants, et une mobilisation de mères dans un quartier populaire, avec une réflexion autour de éviter la malbouffe pour les jeunes générations. Par rapport à la question du mensonge, ce que je trouve, le seul petit détail que je trouve qui aurait pu être davantage éclairant, c'est l'éducateur de quartier, là, c'est-à-dire la génération juste avant, la mienne, où finalement toute la théorie du mythe néolibéral, tu vas réussir si tu travailles avec l'école, et peut-être ça pour parler de la politisation des jeunes, je pense que ceux en qui ils font confiance, c'est ceux qui habitent le même quartier, qui sont passés par l'école, qui ont cru au système et qui sont caissiers, et contrairement à ce que dit le mec, avec le bac. Donc il ne sait pas qu'en fait les gens sont avec le bac caissier. Et donc je crois qu'il y a aussi qui savent, parce qu'autour d'eux, il y a des gens qui disent ça c'est un mensonge en fait. Ce mythe-là, il n'a jamais marché. Et c'est pour ça que peut-être maintenant ils vont pouvoir se politiser, parce qu'il y a des gens, des témoins qui viennent leur dire en fait ça ne marche pas ce système. Et le deuxième truc, me concernant, parce que je connais bien ce système, c'est la difficulté des enseignants, outre le cadre dont vous avez parlé, 55 minutes, le prof change à la fin de l'année, tout ça, c'est le fait qu'ils sont paralysés par la neutralité politique. En fait, l'éducation, on dit attention, t'es neutre. Bon, c'est laïque, ok, mais après c'est neutre, on ne fait pas de politique. Or, en fait, tout est politique. N'importe quel bouquin, n'importe quel choix, la façon de découper les matières, la façon de l'organiser en 55 minutes. Et on le dit souvent, quand on fait une manif, quand les jeunes ils vont à une manif, ils apprennent plus en une participation à une manif qu'en 200 heures d'éducation morale et civique, quoi. Et donc la difficulté aujourd'hui de l'éducation nationale, c'est que beaucoup d'enseignants, je pense, s'interdisent des sujets, la façon de les traiter, de faire des méthodes actives dont parlait M. Tonne là, parce qu'on a peur de faire de la politique et qu'on nous reproche d'avoir fait de la politique. Et je trouve qu'il y en a un qui est hyper décevant aussi comme ça dans le film, c'est le boulanger. Enfin, je crois que c'est une boulangerie. Qui a un super discours, et au moment de signer, non, je signe pas, quoi. Enfin, il est face à 3 jeunes qui portent la pétition. Ah, il y en a... Alors là-dessus, je peux dire quelque chose, parce que c'est quand même... On est dans la ville de Gonesse, d'accord ? Et en fait, vous entendez que un des arguments du directeur de la communication de Repas Ici, c'est de dire on va augmenter les taxes pour les taxes locales pour les collectivités. Mais en fait, la ville de Gonesse, c'est une ville riche. Elle a les taxes de l'aéroport. Mais par contre, c'est une population pauvre, très pauvre, parce qu'elle a les bruits de l'aéroport. Et donc, les habitants qui gagnent leur vie un peu confortablement déménagent. C'est une cité dortoir.
comme le disait Isabelle avant, il y a beaucoup de turnover dans ces villes qui ne sont pas des villes très agréables à vivre. Et un des problèmes, c'est que l'aéroport de Roissy, c'est un des seuls en Europe qui a des vols de nuit. 70 vols entre minuit et 5 heures du matin. Le Bruit Parif, qui est une organisation publique, a sorti une étude en 2019 qui dit que les habitants autour de l'aéroport ont une espérance de vie en bonne santé de 2 ans et demi inférieure au reste des Franciliens, juste à cause du bruit des aéroports. Voilà, c'est très important. C'est pour ça que je dis que ça manque dans le film un petit peu. Mais, donc ce boulanger, il est à Gonesse. Gonesse, c'est une ville complètement tenue par les finances municipales. On ne peut pas s'opposer au maire de Gonesse à Gonesse. C'est trop dangereux. Il y a un maraîcher qu'on ne voit pas là dans le film, qui s'appelle Jacques Proy, qui fait du maraîchage bio à Gonesse avec de la vente à la ferme. Ce maraîcher, le maire a interdit tout le parking autour de sa ferme pour qu'il ne puisse pas vendre. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la bassesse de la politique locale, en fait. Voilà. Et donc, moi, je comprends très bien qu'ils ne puissent pas s'engager. Et par exemple, les habitants sont allés voir les jardins familiaux de Gonesse. Il y a quelques jardins familiaux de l'autre côté de la ville. Pareil. Et ils disent, nous, si on signe, on perd toutes nos subventions. Voilà. Mais juste sur les avions, c'est vrai que c'est troublant que ce ne soit pas présent dans la bande-son, parce qu'on ne peut pas passer 5 minutes sans entendre un avion en journée à Gonesse. Donc c'est troublant que ça ne soit pas du tout... Je ne sais pas si c'est un choix ou pas. Ils ont forcément enregistré des bruits d'avion. Oui, peut-être un commentaire complémentaire sur la question du mensonge, ainsi de suite. Enfin, moi, je pense que ce que le film met en évidence là, de façon très clairement, c'est des phénomènes de manipulation. Donc, on est très clairement dedans. Alors, je pense que, Aurélien, c'est ce que tu voulais dire derrière, mais je pense qu'on est très clairement dans des logiques de manipulation. D'abord, de pratiques, effectivement, de grandes entreprises capitalistes qui essayent de s'imposer sur le territoire avec tout ce que l'on voit là, mais aussi politique. Et on voit bien comment on peut instrumentaliser des pseudo-temps de débats publics, ainsi de suite, et des choses qui nous interrogent, enfin moi qui m'interroge en tous les cas sur la question de l'innovation sociale, sur la question, et d'ailleurs qui renvoie à la définition de l'innovation sociale en rapport aux besoins, à la réponse à des besoins. On voit bien là qu'on vient manipuler sur les besoins qu'on projette dans la population. Voilà. Vous avez besoin d'un emploi, on va vous promettre des emplois, on ne parle pas de qualité, on ne parle pas de quel type d'emploi, et on oublie toute la participation citoyenne, toute la logique de dire quelles sont les aspirations des habitants et des citoyens sur leur territoire et ainsi de suite, et le piège dans lequel nous-mêmes parfois on se met, encore une fois, sur les questions d'innovation sociale, et là ça nous interroge en tant qu'acteurs, peut-être pour vous chercheurs également, mais dans tous les cas nous en tant qu'acteurs, quand sur les territoires on essaye de mettre en place des processus de participation citoyenne avec les collectivités, les élus dans ces dynamiques-là. Et moi, je pense que c'est très volontaire dans ce qu'on a vu là. Alors, peut-être pas du film de démontrer ça, parce qu'il y a toute la partie, effectivement, parcours des jeunes et politisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que dans le parcours éducatif et, effectivement, dans les logiques d'engagement, on arrive à casser un petit peu cette spirale-là dans laquelle on nous met, qui est encore une fois une vraie violence, pour le coup, violence sociale, violence politique, et à casser cette question-là, où on voit bien que, ben non, finalement, j'ai peut-être besoin d'un emploi, mais pas celui-là. Et il y a tous ces mécanismes-là qui sont en place. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que, encore une fois, la participation citoyenne en creux, finalement, de ce film-là, et on n'en parle pas trop, elle est complètement laissée de côté dans le processus d'implantation, alors qu'il n'a pas été au bout. Voilà. Et à la fin du film, on le voit bien, finalement, le combat citoyen a réussi à casser ce projet-là. Alors peut-être effectivement avec d'autres qui reviennent derrière. Et il y a une tension qui est sous-jacente à côté du processus effectivement d'éveil politique, qui est assez intéressante aussi dans le film. Voilà. Juste pour réagir, au début du film, on voit qu'ils sont présents à une réunion publique. C'est une réunion pour l'enquête publique de la déclaration d'utilité publique de la révision du PLU de Gonesse, donc qui classe les terres agricoles en terres à urbaniser. Et donc, lors de cette réunion, vous voyez qu'il y a des gens qui prennent parti des deux côtés. C'est la première fois que j'avais vu dans une réunion publique, en fait, les pro-aménagement s'organiser pour organiser la contre-manifestation. C'est intéressant. C'est-à-dire que d'habitude, par exemple en 2016, il y a eu une commission nationale du débat public sur le projet Europa City. Là, il n'y avait que les opposants qui étaient mobilisés.
et bon, voilà, qui ont participé. Ça a aidé à... Une des choses que la participation au format, disons, officiel a aidé, c'est à mettre la lutte sur la carte. Voilà. Mais ça n'a pas changé la vie de qui que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette enquête sur le PLU, on voit que le camp des aménageurs, je l'appelle comme ça, s'organise pour noyauter, en fait, de l'intérieur, la concertation. Et par exemple, vous voyez les jeunes qui interrogent une jeune femme. Cette jeune femme, en fait, elle est employée service civique à la mairie. Voilà. Mais moi, je le sais, mais eux ne le savent pas. Et ensuite, elle est devenue élue au conseil municipal. D'accord ? Et donc, elle dit oui, moi, je veux être caissière à Auchan. Mais bon, voilà. Non, c'est pas vrai. La plupart des gens que vous voyez qui sont pros, en fait, sont liés à la mairie. Mais voilà. Et donc, en ce moment, les aménageurs, les pro-aménagement, disons, ont bien compris comment les processus de concertation peuvent être détournés pour être relativement inefficaces. Voilà. Et c'est juste pour rebondir aussi, mais ça rejoint un peu ce que disait le monsieur avant. Je trouve que sur le volet, moi je m'étais mis à mensonge et instrumentalisation. Et en fait, c'est passionnant de voir comment il leur faut très peu de temps pour qu'on leur fasse plus à l'envers. Et la première rencontre avec Europa City et la dernière, elle est magique quand même. Parce que quand ils reviennent, quand il y a le truc où tu étais là, je trouve que la qualité des réponses et que donnent les jeunes quand ils sont dans le champ avec les trois là, la qualité des réponses des jeunes, jusque le point d'orgue avec le jeune qui dit mais pourquoi vous voulez faire une gare si nous on n'est plus là en fait. C'est ça et la rencontre avec le directeur du centre commercial parce qu'elle le piège avec l'histoire de qu'est-ce que vous pensez de c'est magnifique ici, c'est super, c'est génial et vous vivez où ? Bah non, j'habite à Paris par contre. Et moi, je le vois bien avec les jeunes parce que souvent, on a tendance à se dire quand même, ils sont un peu candides, ils sont un peu... Non, ils comprennent tout très très vite et il n'y a pas besoin de beaucoup pour qu'ils aient tous les enjeux en main, quoi. Oui, je parlais de déclic. Cette scène-là dont tu viens de parler dans les champs, là, c'est une scène de déclic pour moi. Dans le livre que je suis en train d'écrire, je la détaille assez longuement. Et une chose qu'on ne voit pas dans le film, c'est la conclusion de cette réunion. Il y a un étudiant, je crois que c'est Samy, qui pose la question et dit « Mais en fait, si ça ne marche pas, votre projet, est-ce que vous avez une alternative ?» Et là, le directeur de la com, là, il est sec, quoi. Il dit nous, les alternatives, notre projet, il est évolutif, tout ça. Enfin, bref. Et il y a Jean-Yves qui est à côté qui dit « Ah ben c'est simple, si c'est bétonné, c'est foutu. » Et alors là, il y a les jeunes qui disent « Ah ben alors on fait ça pour rien. Vous n'avez pas de solution en fait. » Et là, c'est fini, ça s'arrête. Et alors ils l'ont pas mis. Geoffrey l'a pas mis cette scène dans le film. Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, David Lebon, donc le directeur de la com, il n'avait pas signé le droit à l'image avant la scène. Et donc quand Geoffrey a monté le film, il a eu beaucoup de mal à lui faire signer. Et là, il l'a fait enlever, en fait. J'avais une question sur, revenir sur le lycée et les profs, la place des profs, parce que vous avez parlé surtout de la prof de géo, mais manifestement, à la fin, il y a plusieurs profs qui sont cités. Et donc, je voulais savoir, et puis Fanette, tout à l'heure, disait que le film avait été montré ailleurs et qu'il avait essaimé, et justement, je voulais en savoir plus, à la fois sur le dispositif, vous avez un peu évoqué le lien avec le lycée, mais est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus comment les autres profs aussi ont été associés ? Et puis, qu'est-ce qui se passe maintenant avec les autres projections du film ? Je crois qu'il y a eu énormément de projections de ce film, enfin, sans doute pas assez, mais et qu'est-ce que ça a donné, en fait, dans les autres établissements voilà. Ouais, sur les profs, j'en sais rien. Je peux pas. J'ai pas mené l'enquête de ce côté-là. Moi, je les ai rencontrés juste quand ils venaient sur le terrain, donc je suis pas allé dans le lycée. Donc je peux pas répondre. Juste sur les projections, le film est sorti en plein Covid, et donc il n'a pas pu avoir une sortie nationale en salle. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont dans la boîte de production là, ils ont trouvé une autre façon en fait de le promouvoir par des projections beaucoup plus ciblées, j'allais dire. Et ça, je crois que ça a très bien marché de ce point de vue-là. Voilà. Moi, personnellement, c'est la 4e fois que je commente ce film quand même. Voilà.
Et à chaque fois, c'est bien parce qu'à chaque fois, j'aime bien le revoir. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que ce film aussi ne permet pas de montrer un petit peu la méconnaissance du monde de l'agriculture et de la ruralité sur les grosses villes, les métropoles, où en fin de compte, ils sont entourés de supermarchés, et je vais faire mes courses à cet endroit-là, je vais consommer, et ils découvrent indirectement par ce film vraiment ce que c'est l'agriculture et qui n'est pas loin de chez eux, quoi. Et on voit vraiment la différence entre, on va dire Paris, Hendaye, où on a déjà un petit peu de réseau, et la vraie ruralité, où ils sont vraiment organisés différemment, où ils n'ont pas tout ce monde de consommation qui est autour. C'est tout à fait vrai. Je pense que un des résultats un peu annexes ou non prévus de cette mobilisation et de ce film, c'est d'essayer d'établir une reconnexion entre la ville et les terres agricoles qui l'entourent. Parce que cette connexion, elle a longtemps existé et elle a été perdue. Elle a été perdue pour plusieurs raisons, dans la région parisienne notamment, parce que à la fois la ville, mais aussi l'agriculture, se sont tournés le dos. Alors, du côté de la ville, par exemple, la ville de Paris a fermé les halles dans les années 70, a déplacé les halles à Rungis, a rendu beaucoup plus difficile l'accès, la distribution des marchandises, et du coup, les maraîchers et céréaliers se sont tournés vers les coopératives agricoles qui étaient en train de se monter à cette époque-là, et qui se sont installés en grande périphérie. Et donc les flux agricoles ont changé de direction en fait. Par ailleurs, la ville a grignoté toutes les terres maraîchères. On avait une ceinture maraîchère tout autour de Paris qui aujourd'hui a disparu, qui était plus à l'intérieur encore que les terres de Gonesse. Voilà. Donc l'agriculture, par exemple le blé là, qui est cultivé à Gonesse, il faut savoir que c'est des rendements qui sont les plus hauts de France, sans arrosage, parce que les terres, c'est ce qu'on appelle des limons sur l'os. Il y a environ 6 mètres de limon qui stockent l'eau pendant l'hiver et qui la restituent quand la chaleur monte et que l'eau remonte. Et donc, 90 quintaux à l'hectare de blé tendre et 120 quintaux à l'hectare de maïs, sans arrosage. C'est quand même assez exceptionnel. Mais ces céréales ne vont pas nourrir Paris, elles partent sur les marchés internationaux. Voilà. Et donc, c'est pas étonnant qu'il y ait cette déconnexion. Voilà. Les AMAP ont commencé à faire quelque chose pour retisser un peu du lien, mais on voit qu'il y a un travail énorme, en tout cas en région parisienne. Et je pense qu'il y a un rapport aussi au côté produit fini. Enfin, en fait, là, bon, effectivement, c'est flagrant qu'à la jeune a dit, mais c'est à 20 minutes de chez moi, je ne savais pas. Mais si on prend chez nous, je pense qu'à Bayonne, ce que fait Graines de Liberté à la ZUP, c'est aussi un moyen de se dire, mais en fait, ça vient de là, le légume que je peux manger. Et nous, au niveau du métro locaux, on observe aussi souvent des a priori sur, en fait, tel produit, je ne peux pas le trouver au local. Et une fois qu'ils se rendent bien compte que, si, tout ça, ça existe juste à côté, ils et Else, d'ailleurs, c'était que Else cette année, enclenche, ça devient un réflexe, en fait. C'est-à-dire, le produit, je vais commencer par chercher est-ce que je peux le trouver là à côté. Mais il faut faire œuvre de pédagogie en fait là-dessus, parce que c'est une complète déconnexion et je pense pas qu'à Paris, quoi. En regardant le film, ça m'évoque un questionnement. Je suis une néo-rurale, je suis allée m'installer en Lot-et-Garonne il y a 1 an avec un projet d'innovation sociale. Et j'ai rencontré beaucoup les jeunes de ce territoire au travers les MFR, les lycées, les collèges, enfin tous les niveaux de jeunes. Et j'ai été saisie par ce rapport qu'ils ont. Donc c'est un territoire extrêmement agricole. D'abord, ils ont une vision des autres jeunes qui sont dans les banlieues qui est extrêmement négative, de feignants, de bons à rien, etc. Et eux-mêmes sont souvent, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas pour beaucoup, dans des formations liées à l'agriculture, mais extrêmement climato-sceptiques. Et très durs par rapport à ça, avec une vision vraiment très radicale. Et ils ne savent même pas, par exemple, ils travaillent dans des fermes, ils ne savent pas ce que la ferme produit et à quoi ça sert. Et qui ça nourrit au final.
ils n'ont même pas l'idée de ça. Et je parle de jeunes qui ont 20 ans, enfin, qui ne sont pas des gamins, quoi, mais à tous les âges, on a retrouvé ce point commun-là. Et en parallèle, c'est un territoire où les élus se battent contre le ZAN, pour avoir le droit d'aménager, quoi. Parce que synonyme de développement économique, etc. Et du coup, le film, il renvoie à une espèce de paradoxe par rapport à ce que je vis, moi, depuis un an, qui me questionne sur... est-ce que, les jeunes, c'est pas une population, je ne suis pas sociologue, mais il y a tellement de différences. Et là où on pouvait s'attendre à avoir justement un discours de jeunes très impliqués dans la façon de se nourrir, l'agriculture, etc., il n'y a même pas ça, quoi. Et je me dis, est-ce que moi, je suis légitime à aller diffuser 12 France en territoire rural, et comment ça va retentir, quoi. Donc je ne sais pas s'il y a eu des expériences de ce type-là dans le circuit de diffusion du film, mais voilà, je voulais vous partager mon ressenti. Et on est OK, ouais. Les jeunes, ça n'existe pas. Ouais. Les jeunesses, oui. Bonjour. On m'a demandé de me présenter. Je suis donc la première à me présenter, Isabelle Nogaro. Je suis adjointe au maire à la ville de Tarnos et également vice-présidente à la communauté de communes du Seignance. Donc le projet métro locaux, bien sûr, je le maîtrise parfaitement, puisque avec Aurélien, on a des échanges sur ce projet, et que la ville a été aussi à l'initiative de la mise à disposition d'un local pour ces jeunes et pour présenter leur projet. Moi, je voulais juste une remarque dans ce film. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait que ces jeunes vivent un lieu qui ne leur permet pas de voir autre chose que des centres commerciaux. Donc tout le monde l'a vu, mais moi, ça m'a énormément marqué. Et donc, je me dis comment il était impossible pour eux d'avoir une réflexion autrement que d'aller sur le terrain. Et moi, je trouve que l'idée était géniale de pouvoir effectivement découvrir ce qu'est un champ. Enfin, voilà, hein, on en est là. Hein. Et je me dis comment on arrive à créer des ghettos de logements liés à des centres commerciaux et qui font qu'on n'a aucun autre repère dans notre vie. Voilà, moi c'est ça qui m'a choquée. Et en même temps, je me dis, finalement, l'alimentation, pour ces personnes qui vivent dans des logements sociaux, ce n'est qu'une alimentation malbouffe. Et comment on peut réfléchir, et c'est aussi nos questionnements dans nos collectivités, comment on peut réfléchir à ce que l'alimentation, elle soit bonne pour tous, y compris dans les réseaux qui aujourd'hui distribuent la nourriture. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que cette nourriture soit bonne aussi, et que ça ne soit pas non plus que des restes de supermarchés? Voilà, donc je pose la question de la qualité de la nourriture. Une dernière question là-haut. Skenada. Bonjour, je vais essayer d'être rapide. À un moment donné, dans le film, il y a je crois que c'est un producteur, un agriculteur, qui dit le bulletin de vote, c'est les 10 € quand vous choisissez. Voilà, c'est un acte politique. J'aimerais savoir si dans le film, ce sujet n'a pas été poussé de façon volontaire, parce que la qualité de la nourriture, elle est importante. Toute la démarche qui est derrière, elle est fondamentale. Maintenant, il y a un vrai enjeu d'accessibilité. Et la salade du Lidl, c'est toujours moins cher que la salade de l'agriculteur qui l'a produit à côté de chez moi, et que si je vis de pas grand-chose, je serais toujours contrainte de me poser la question. Donc voilà, est-ce que c'est un choix parce qu'il fallait se concentrer sur un sujet? Est-ce que ça n'a pas été abordé tant que ça? Est-ce que c'est venu sur la table davantage? Voilà, merci. J'essaie de répondre à ces questions. Je ne sais pas si tu sais, pour la dernière question, si tu as des éléments. Non, j'ai pas d'éléments, mais c'est vrai que je trouve que le film, il insiste beaucoup sur la conscientisation politique, l'acte individuel, soit par le vote, soit par l'achat. Et je trouve qu'il aurait pu aussi donner un peu plus de place à la mobilisation elle-même, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de voter, il ne suffit pas juste d'acheter, mais il faut aussi parfois se bouger un peu. Et c'est grâce à ça, par exemple, que le projet Opacity a été abandonné. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, c'est que c'est bien déjà de prendre conscience, mais encore faut-il se bouger, quoi.
Moi, je suis d'accord. Enfin, c'est un peu un moment du film qui m'a moins plu, parce que du coup, ça individualise le choix et ça parle plus de système, quoi. Et c'est à la fois vrai qu'avec tes 10 euros, tu peux faire ça, et à la fois faux, parce que, je ne sais pas, si on parle accès aux circuits alimentaires locaux, par exemple, nous, ici, on a toute une démarche autour du plan alimentaire territorial. Si ce n'est pas structuré, tu ne peux pas y avoir accès. Enfin, à un moment donné, il y a des choses qui font système, quoi. Tout ne repose pas que sur toi et tes choix, quoi. Voilà. Je pense que ça, c'est dommage que ça n'a pas été évoqué. Sur le point d'avant avec Isabelle, effectivement, c'est choquant. Et en même temps, sur nos territoires, on peut aussi quand même retrouver des choses comme ça. Et moi, ça me pose toujours la question de quelle politique pour les jeunes, qu'est-ce qui existe. Quand j'entends qu'il y a des jeunes de Saint-Palais qui n'ont jamais vu la mer, qu'il y a des jeunes, même à la ZUP, qui n'ont jamais vu l'océan, alors que c'est un coup de bus, quoi. Je me dis, mais à un moment donné, est-ce qu'il y a des moyens pour les aider à sortir de ça, quoi? Est-ce que la prof qui prend le bus pour dire regardez le paysage, regardez ce qu'il y a autour de chez vous, ils ne l'ont jamais vu, ouais, c'est qu'à un moment, il y a un moyen qui a été mis. Mais moi, je me dis toujours que ça manque encore, quoi. Il faut renforcer tout ça. Et bien entendu, je pense, je m'avance parce que je ne connais pas le circuit de distribution du film, mais moi, je pense que si vous êtes touché, vous êtes légitime à apporter cette parole-là auprès de ces jeunesses-là, précisément. Et c'est en faisant discuter, moi ce que j'adore au Métro Locaux, c'est qu'on a une mixité de jeunes, de provenance, d'avis, etc., qui crée le débat, qui crée le positionnement, qui crée les arbitrages derrière. J'imagine que la jeunesse, les jeunesses là, auxquelles vous avez affaire, elles sont peut-être renfermées un peu entre elles et que de discuter avec d'autres, ça pourrait faire naître d'autres choses. Du coup, de présenter le film, ça peut être le support A, sans doute. En tout cas, moi je vous donne la légitimité, c'est bon, vous pouvez y aller. Tu sais, Stéphane, s'il y a eu des diffusions, justement, plus dans les lycées agricoles, des choses comme ça? Non. La FNSEA s'est opposée. Pas en région Île-de-France. Vous savez que la Chambre d'agriculture de la région Île-de-France est totalement contrôlée par la FNSEA. Il n'y a aucun élu confédération ou coordination rurale. Donc, voilà. Mais c'est pas politique, c'est du hasard, je pense. Bon, on va être obligé de s'arrêter là parce que malheureusement, le temps nous est imparti. Un grand merci à Isabelle Coutan, à Aurélien Malfette et à Stéphane Tonnela pour leur éclairage.